J'ai découvert Céline assez tardivement, d'une certaine manière, parce qu'on n'en avait jamais parlé au lycée ni à l'université. En revanche, je savais, avant même de le lire, que c'était un classique moderne, que c'était un grand écrivain, un des plus grands écrivains du XXe siècle. Et je le savais pour la raison simple que d'autres écrivains que je lisais dans des revues ou dans leurs essais, dans leurs romans, le, le- me l'avaient transmis comme tel. Donc c'était, si vous voulez, pour moi, un écrivain qui m'attendait, un grand écrivain du XXe siècle qui m'attendait, comme les autres m'avaient attendu, comme m'avait attendu Joyce, Kafka, Proust. Et je savais d'emblée qu'il était à cette altitude-là, si vous voulez. Je peux vous citer par exemple ce qu'en dit Philip Roth dans Opération Shylock. C'est un des personnages qui est un double évidemment de Philip Roth et qui explique. Céline aussi était cinglée, c'était un écrivain français génial et un antisémite virulent de l'époque de la Deuxième Guerre. J'essaie désespérément de le détester et je donne ses livres démentiels à lire à mes étudiants. Vous voyez, je savais à quoi m'attendre, d'une certaine manière. Donc voilà, je l'ai découvert entre 20 et 24 ans. Je n'en ai pas eu du tout une lecture naïve et je n'ai pas été surpris de découvrir qu'il était antisémite. Je n'ai pas commencé par Voyage, comme certains lisent Voyage au bout de la nuit à l'adolescence, parce que c'est le livre en apparence le plus facile à lire. Je savais que c'était un mont, si vous voulez, un Himalaya littéraire immense, et c'était avec un grand plaisir, une grande gourmandise, un grand enthousiasme que j'ai commencé à le lire. Je l'ai découvert, oui, par hasard, par Guignol's Band, parce que j'allais à l'époque m'acheter des livres d'occasion chez Giberjeune, près de la place Saint-Michel, et il se trouve que je suis tombé sur Guignol's Band et j'ai commencé par ça. Donc c'est pas un début chronologique, et immédiatement j'ouvre les premières pages et je tombe sur cette virtuosité verbale au vitriol de Céline qui décrit un guéridon qui traverse les airs et c'était comme une sorte de métaphore de sa célérité prosodique antigravitationnelle, si vous voulez. Donc tout de suite, on est dans quelque chose un monde en ébullition, un univers, une description d'un univers, d'un paysage, et d'un événement en ébullition. Les meubles volent et s'éclatent partout, et on est déjà dans une sorte de métaphore de ce que va accomplir la prose de Céline par rapport au monde. C'est-à-dire une manière de renverser la lourdeur en une forme de légèreté, avec déjà du rire, avec déjà de la danse, avec déjà de la, une trépidation prosodique, évidente et passionnante et enthousiasmante, dès les premiers mots, dès les premières lignes. Oui, il s'agit tout à fait d'un bombardement. C'est pour ça qu'on a déjà tous ces livres. C'est-à-dire la lourdeur, l'atrocité, elle est dans le bombardement, elle est dans la réalité qu'il décrit. Et la phrase, elle, n'est pas lourde, elle n'est pas pesante, elle n'est pas mortifère. Donc on a déjà toute si vous voulez, le paradoxe du génie de Céline dans les premiers mots de Guignol. Mais on l'a à peu près dans n'importe quelle phrase de Céline, dans n'importe quelle ligne de Céline, très, très tôt, très vite. Il y a aussi quelque chose qui, d'emblée, dans Guignol's Band, signale la spécificité de Céline, c'est que ça commence aussi, un petit peu auparavant, par une sorte de déclaration de style, où il revient sur son style, il revient sur l'animosité que lui vouent les autres écrivains. Donc, d'emblée, on est dans un roman qui est aussi une autobiographie, qui est aussi un traité du style, qui est aussi un essai sur le monde et sur la fureur du monde. Tout ça dès les premières pages, dès les premières lignes. Il y a pas besoin Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'une initiation à Céline. Il vous met immédiatement dans le bain. Et alors, soit on aime, soit on n'aime pas, quoi. Soit on est pris, soit on n'est pas pris. Il y a pas de ce point de vue-là, il n'y a pas de littérature de jeunesse de Céline. On n'a pas le temps de s'habituer à Céline. On le lit, on se le prend en pleine face. Ça vous explose au cerveau et aux oreilles, et soit vous adorez ça, soit vous détestez ça. Mais il n'y a pas de demi-mesure. Comme avec Proust, exactement comme avec Proust. Je savais que Céline était un immense écrivain. Je n'en doutais pas. J'avais déjà lu des phrases citées à droite à gauche par d'autres écrivains, comme je vous l'ai dit, donc j'avais déjà été initié à Céline.
le plaisir, la jouissance que j'ai eue à découvrir Céline, c'était la jouissance de pouvoir enfin me mettre à le lire. Et ça, cette jouissance n'a jamais cessé, comme avec tous les très grands écrivains que j'ai lus dans ma vie, c'est-à-dire que c'est une forme de passion immédiate, profonde, pensive, méditative, quel que soit l'écrivain, quel que pu être son parcours historique ou social ou humain, et c'était évident pour Céline. J'étais déjà écrivain, je me considérais déjà comme écrivain quand j'ai découvert Céline. Donc pour moi, c'était un grand précurseur et un grand initiateur au mystère du monde, comme l'ont été tous les autres écrivains pour moi. J'ai lu Voyage au bout de la nuit un peu plus tard, après avoir lu quelques autres livres de Céline, je ne me souviens plus dans quel ordre, c'est venu assez vite, mais enfin ça n'a pas été ma grande découverte de Céline, comme pour beaucoup d'adolescents ou de jeunes adultes. Voyage, ça a d'abord été comment dire, un apprentissage, c'était pas un apprentissage à vrai dire, c'était un plaisir de découvrir un écrivain enfin qui ne se la racontait pas et qui était d'un pessimisme absolu. Qui commence par raconter la guerre, donc la guerre de 14 et la boucherie et l'atrocité de la guerre. C'est un des thèmes majeurs, on le sait, en tout cas c'est le thème du début de Voyage au bout de la nuit. Pour moi, la guerre et la Seconde Guerre mondiale et le XXe siècle et les guerres du XXe siècle étaient d'emblée des événements atroces dans lesquels une bonne partie de ma famille juive ashkénaze avait péri, et j'avais les récits familiaux de l'occupation, de la manière dont mes parents avaient été persécutés, dont mes grands-parents avaient été persécutés, dont une partie de ma famille avait disparu dans les camps d'extermination allemande. Donc pour moi, c'était pas un thème drôle. La guerre, c'était pas un thème abstrait, c'était quelque chose qui avait broyé une partie de ma famille, avant même ma naissance, puisque je suis né en 1963. Lorsque Céline décrit l'atrocité de la guerre de 14, avec une sorte de dégoût et de dépit et de désabusement absolu, j'étais entièrement en phase avec lui. Il n'y avait aucune beauté pour moi dans la guerre, dans l'héroïsme. On est très loin, si vous voulez, enfin, on est très loin. Faudrait analyser les choses de manière plus minutieuse. Mais enfin, c'est différent de la manière dont Hemingway, que j'adore aussi, que je lisais aussi à la même époque, décrit la guerre. D'ailleurs, il ne l'héroïse pas non plus, mais c'est quelque chose, vraiment, on sentait quelque chose qui est spontanément un dégoût pour la guerre et pour l'homme surtout, pour les hommes, c'est-à-dire un pessimisme universel. Et ça m'a tout de suite beaucoup parlé, beaucoup plu. La seconde chose qui m'a beaucoup plu dans Voyage, j'étais déjà un jeune adulte, donc j'étais déjà en âge de réfléchir, si vous voulez. C'était cette vision globale d'un conflit planétaire et d'une réalité planétaire qui s'organise sur fond de morbidité et de haine de chacun pour tous et de tous pour chacun. C'est un livre très pessimiste sur le cours du monde et très lucide sur le cours du monde, sur aussi bien les périodes de guerre que l'empire colonial, que la bourgeoisie, la petite bourgeoisie, la misère urbaine, le capitalisme américain. Il y a tous les aspects du monde du XXe siècle qui sont présents dans Voyage et qui sont critiqués, traversés, radiographiés et pulvérisés par à la fois la beauté de la prose de Céline, parce que c'est déjà très beau, Voyage, et par sa lucidité absolue. Ça, c'était très jouissif aussi, très intéressant pour moi. Le voyage au bout de la nuit, c'est une métaphore pour dire le voyage au bout de l'enfer, et pas au bout d'ailleurs, parce que l'enfer ne cessera pas. Donc la nuit, c'est ce désabusement, ce pessimisme célinien. La nuit, c'est ce qui s'est déployé sur le monde depuis sa naissance, et depuis peut-être avant sa naissance, et qui ne s'est plus jamais éclairci. C'est un écrivain c'est très étrange, parce que c'est un écrivain qui a une grande énergie, une grande lumière intérieure, une grande luminosité mystique intérieure, et qui déploie cette luminosité, cette énergie intérieure contre les ténèbres, et c'est pas contre les ténèbres, dans la description et dans la révélation des ténèbres que les autres tentent de dissimuler.
Quand je dis les autres, c'est ce que lui appellera le blabla, c'est-à-dire la propagande humaine, le bavardage humain qui passe son temps à essayer de réfuter et de dissimuler, c'est un des thèmes du voyage aussi, de réfuter et de dissimuler la pourriture de l'âme humaine, parce que c'est comme ça qu'il le décrit. Et déjà dans Voyage, on a des éléments qui reviendront ensuite dans toute la prose de Céline, ça m'avait beaucoup plu aussi. C'est par exemple le mélange entre une description très poético-comique d'un personnage, par exemple, et puis quelques considérations littéraires. Je peux vous citer un petit passage, si vous voulez. C'est par exemple l'exemple de Madame Hérotte, un peu des personnages de Voyage, qui est la lingère, qui se fait aussi mère maquerelle dans sa boutique, et il la décrit. Vous voyez, il suffit de lire la phrase pour qu'on soit immédiatement happé et séduit, si on doit l'être, par la petite musique de Céline. Voilà ce qu'il dit de Madame Hérotte, et ensuite je vous lirai les quelques lignes plus bas, juste les phrases qui succèdent à ces phrases-là et qui parlent de Proust. Grand nombre de rencontres étrangères et nationales eurent lieu à l'ombre rosée de ces brises-bises parmi les phrases incessantes de la patronne dont toute la personne substantielle, bavarde et parfumée jusqu'à l'évanouissement, aurait pu rendre grivois le plus ranci des hépatiques. Ça, c'est le portrait de Madame Hérotte. Et quelques lignes plus bas, sur Proust, c'est pour qu'on entende un peu la musique de la phrase de Céline. Proust, mi-revenant lui-même, s'est perdu avec une extraordinaire ténacité dans l'infini, la diluante futilité des rites et des marches qui s'entortillent autour des gens du monde, gens du vide, fantômes de désir, partouzards indécis attendant leur vateau, toujours chercheurs sans entrain d'improbables citerres. Voilà, j'ai bien respecté la ponctuation pour qu'on sente vraiment que, comme c'est travaillé, comme c'est construit, comme c'est musicalement pensé, la phrase de Céline. Ça, c'est dès le voyage. Donc c'est un des grands charmes aussi de la phrase de Céline. Et tout de suite, on a déjà des références littéraires, des références historiques, beaucoup évidemment, mais des références littéraires, des références sociologiques. Donc, voyage, comme tous les textes de Céline, c'est de la pensée. Pour moi, c'est de la pensée à l'état pur. C'est ce que se doit de faire lorsqu'il écrit un écrivain. Exactement. Ah oui, alors, quand je dis lorsque je dis que c'est de la pensée à l'état pur, ça signifie que c'est une pensée qui est spontanément poétique et qui est unique, c'est-à-dire qu'elle est la voix, c'est comme un timbre de voix. Un livre, un texte, une phrase d'un grand écrivain, c'est le timbre de voix de sa pensée pas de ce qu'il a vu, de ses considérations, pas de son discours idéologique, même s'il y en a parfois. En général, chez les grands écrivains, il y en a très peu, mais vraiment de la manière dont il comprend le monde. Et il comprend le monde au fur et à mesure qu'il l'écrit et qu'il le décrit. Ça, c'est une expérience que font tous les écrivains et qu'on fait aussi lorsqu'on écrit. On ne sait pas d'avance ce que l'on va découvrir et ce que l'on va comprendre. Alors, un grand écrivain qui vous parle, un grand écrivain que vous le lisez aussi pour comprendre le monde et pour apprendre le monde. Il n'y a pas de séparation possible entre le fait de découvrir le monde et le fait de comprendre le monde. Lorsque vous lisez Moby Dick, c'est pas juste des descriptions de chasseurs à la baleine, si vous voulez, c'est autre chose. C'est une vision du monde, c'est une métaphysique entière, c'est tout un édifice architectonique spirituel prodigieux. Céline, c'est aussi un édifice architectonique spirituel prodigieux, d'une grande intelligence, d'une grande lucidité et avec beaucoup et d'une grande humanité, d'où les faiblesses humaines, d'où la manière de sombrer parfois, mais enfin bon, c'est une question très, très, très compliquée, on va peut-être pouvoir y revenir, dans les discours idéologiques les plus bas et les plus misérables de son époque. Mais il laisse parler à travers lui l'époque, c'est ça qui est intéressant. Céline, c'est pas un personnage, c'est pas un masque, c'est pas un personnage de théâtre. Quand on connaît sa biographie, on le sait, on le devine. Quand on lit ses lettres, sa correspondance de jeunesse, on le comprend très vite. C'est un être entier et qui est doué d'une génialité indubitable. Alors lorsque il commence à écrire, dès ses lettres d'adolescence, il y a le Pléiade de la correspondance de Céline qui est paru il y a quelques années, donc on peut voir toute l'évolution littéraire, c'est passionnant. On sent que ce n'est pas un enfant comme les autres. C'est un enfant qui est très tracassé par la mort, qui est très angoissé par la mort, et plus que cela, qui très vite, dès l'adolescence, considère qu'il ne faut pas bavasser autour de la mort.
que c'est presque dégradant de discuter, de bavasser et d'essayer de contourner la mort par le bavardage. Ça, il en a une notion très lucide et très aiguë très tôt. Il comprend très vite aussi, et évidemment l'expérience de la Grande Guerre, de la guerre de 14, va de ce point de vue-là le dépuceler à tout jamais. Il comprend très vite aussi que les hommes dissimulent la noirceur et les ténèbres du monde par ce que lui plus tard appellera le blabla, qui est un néologisme de Céline, qui est un mot qui est devenu formidablement usuel, mais c'est un néologisme à l'intérieur de Bagatelle pour le massacre. Le blabla, c'est-à-dire la manière dont les hommes s'assourdissent et s'aveuglent concernant la misère de leurs propres conditions. Tout ça, ce sont des choses qu'il va découvrir très vite, et il découvre que toute la société est organisée comme un complot, depuis l'éducation de la famille. Il y a des scènes extraordinaires dans Mort à crédit, où on voit des parents torturer leurs propres enfants. Donc l'éducation, et c'est ce que disait Kafka, et ce que Céline a très vite compris aussi, c'est que l'éducation, c'est un complot fomenté par la famille. Ça c'est ce que Kafka explique dans son journal, enfin révèle dans son journal. Céline le comprend très vite. Et puis pareil pour l'école, et puis pareil pour l'armée, et puis pareil pour le travail, le monde du travail, et puis pareil pour le journalisme, et puis pareil pour la littérature, c'est contemporain. Tout n'est que blabla, c'est-à-dire tout n'est que recouvrement par des fausses phrases, par une langue fausse, une langue qui est, comment dire, corsetée, pour empêcher la vie de jaillir à travers elle et pour empêcher la vérité de jaillir à travers elle. Ça, ce sont des choses qui viennent très vite chez Céline. C'est sa découverte, si vous voulez, c'est son génie, sa génialité, elle est là aussi dans la compréhension que le langage, ou la langue, les langues humaines, en tout cas le français, qu'il connaît très bien, est un langage qui, d'un point de vue social, d'un point de vue de la communauté, d'un point de vue de la communication, est un langage de mort. Et lui, il ne veut pas se laisser mourir, il ne veut pas se laisser enterrer, il a une énorme, une extravagante vitalité qui est patente lorsqu'on le lit, donc une vitalité qui devient une vitalité verbale quand il se met à l'écriture. Ça, c'est la grande caractéristique de Céline. Ce qu'il va faire, c'est... D'abord, il faut parler du succès de Voyage au bout de la nuit pour comprendre le Céline qui suit. C'est-à-dire que Voyage au bout de la nuit, immédiatement, fait effraction dans le monde un peu plan-plan de la littérature contemporaine, donc en 1932, des années 20 et des années 30, comme un roman immense. Tout le monde le comprend, tout le monde l'accepte, c'est un grand roman de gauche, donc il va avoir toutes les socialistes et les communistes et les intellectuels de gauche avec lui, qui va bien décevoir ensuite, quand il va revenir du RSS et qu'il va dénoncer le stalinisme, un des premiers. Mais c'est un roman qui est mal compris, d'une certaine manière, comme un roman social, ce qu'il n'est pas. Parce que c'est un roman qui dénonce autant la misère qui règne dans la banlieue et le mauvais sort qui est fait à la petite bourgeoisie que le capitalisme, mais que aussi le colonialisme, mais que aussi la société de consommation. Il y a déjà des choses comme ça qui transparaissent dans Voyage au bout de la nuit. Et il va gagner énormément d'argent, il va être traduit dans des tas de langues, et ça ne le satisfait pas parce que il a l'impression qu'on essaye de le faire taire par les lauriers, si vous voulez, d'une certaine manière. Il le dit, lui il est voyeur, le succès ne lui plaît pas, il dit on essaye de faire applaudir le singe, donc plutôt les applaudissements suscitent le singe, donc il sent qu'il y a quelque chose qui ne lui correspond pas. D'abord parce que c'est un grand solitaire, parce qu'il découvre des choses concernant le fonctionnement de l'âme humaine, et que c'est pas en ayant des applaudissements et en ayant les journaux, les journalistes et le succès médiatique, on dirait aujourd'hui, que cette découverte va s'apaiser. Et donc il va avoir besoin de faire une nouvelle effraction à l'intérieur même de cette effraction, parce qu'il aurait pu faire 50 fois le voyage et avoir un grand succès et devenir un prix Nobel. Et sa seconde effraction, ça va être l'invention des 3 points. C'est dans Mort à crédit, qui est un titre extrêmement pessimiste, comme on peut l'envisager, où le discours ne change pas, sur le discours sur la mort qui règne, sur le règne de la mort, donc sur le nihilisme qui est à l'œuvre sur la planète et dans le monde, et où déjà apparaît sa volonté de transgresser et de subvertir ce qu'il y avait d'encore un peu littéraire, donc merdeux, dit-il, dans Voyage. C'est lui-même qui fait ce commentaire. Et là, ça va très mal se passer parce que eh bien, ça va beaucoup plus déplaire. Il n'est plus récupérable, si vous voulez. Ça lui a été insupportable d'être récupéré par qui que ce soit, d'une certaine manière.
avec d'autres éléments. Le fait qu'il n'ait pas eu le Goncourt aussi, ça l'a mis en rogne. Mais enfin, sur le fond même de son rapport au monde, ça lui était insupportable d'être récupéré par qui que ce soit. Et il fera toujours tout pour se mettre tout le monde à dos. Il le dit lui-même. L'hostilité du monde entier, c'est ce qui alimente, ce qui alimente sa turbine géniale. Il a besoin d'être seul face au monde. Et plus tard, enfin un petit peu plus tard, le fait de s'adonner d'une manière aussi délirante et aussi enfiévrée à l'antisémitisme, c'est aussi parce que dans sa paranoïa antisémite, qui est réelle, qui est concrète, il s'imagine que les juifs dominent tout et que tout le monde est enjuivé. Et que... Oui, c'est lié un peu plus après ça va se rejoindre. Oui, tout à fait. Donc voilà, donc si vous voulez, ça s'entend déjà dans Voyage, dans Mort à crédit, et pour lui là, quand on dit que c'est un écrivain génial, ça signifie qu'il est doué d'emblée, c'est-à-dire que cette prosodie en lui qui va touiller de manière à la faire, comment dire, à lui procurer une effervescence hyperbolique, elle est déjà en lui très tôt. Dès l'adolescence, dès les lettres d'adolescence, on sent que c'est pas juste un adolescent qui écrit des lettres. Ensuite, donc c'est quelque chose qu'il n'a pas besoin de cultiver. Par contre, sa vision du monde, sa conception du monde, sa compréhension du monde, il se la construit au fur et à mesure, d'une part, des événements historiques. Entre les deux guerres, il se passe beaucoup de choses et Céline observe tout et comprend beaucoup de choses. Il comprend en particulier que, ça c'est inédit, il comprend qu'il n'y a pas de grande différence entre le stalinisme et le fascisme et les sociétés bourgeoises. Il le dit dans sa correspondance et il le montre dans ses textes. Donc ça c'est quelque chose de très rare, de comprendre ça à cette époque-là. Et c'est lié aussi à sa compréhension du langage, c'est-à-dire il comprend qu'il y a, malgré les différences des discours idéologiques et des différents camps qui s'affrontent entre les deux guerres, les camps politiques, les camps idéologiques et même les camps littéraires, il y a une seule et même chape de plomb verbal qui est le beau langage, le langage lettré, le langage de ce qu'il appelait l'agagadémie, donc le langage académique pour la partie littéraire, mais c'est vrai aussi pour le reste des activités humaines. C'est le discours idéologique, le discours de la propagande, qui plus tard, il verra que ça deviendra le discours de la publicité. Donc il a un ennemi majeur, c'est ce qu'il appellera le verbe, c'est pour ça que lui parlera de sa grande attaque contre le verbe. Le verbe, c'est-à-dire la communication, le verbe de la communication, le verbe social, la manière dont la langue sert à cimenter les sociétés, et y compris à cimenter leurs désaccords et leur rivalité et leur guerre entre elles. Il a de l'écriture une conception tout à fait inouïe, extraordinaire, c'est-à-dire qui part de sa compréhension de ce qu'est, pas l'inverse, mais enfin l'adverse de son écriture, qui est le langage communicationnel, on dirait aujourd'hui en termes contemporains, le langage social, le langage de la société et des sociétés, le langage du monde même. Son idée à lui, c'est que le langage servant à dissimuler, le langage social servant à dissimuler la putréfaction qui est à l'œuvre dès que l'homme naît, et à la fois qui est à l'œuvre abstraitement et spirituellement et intellectuellement et physiquement. Il dit dès que l'ovule est déjà destiné à la mort, donc ça c'est le pessimisme propre de sa pensée. Le langage est fait pour dissimuler ça et pour replâtrer cette putréfaction qui est dissimulée en dessous. Et pour lui, c'est une des raisons du mépris qu'il a pour l'âme humaine. C'est un grand connaisseur de l'âme humaine et des coins retors et moisis et putréfiés de l'âme humaine. Ça fait partie de son pessimisme. Il considère que le langage, c'est une sorte de mascarade de vanité. Ça, c'est un autre des thèmes essentiels de Céline, qui permet de comprendre la manière dont lui va fonctionner. C'est que le langage, le beau langage, et même pas seulement le beau langage, le langage humain, c'est un langage qui sert à faire oublier la mort, à faire oublier la putréfaction et à se pavaner. C'est ce qu'il appelle les perruchelets paoniformes, c'est-à-dire l'homme est un insecte, une petite perruche, et il se prend pour un paon, il se pavane par différents moyens, mais aussi par le langage, par la langue. Et lui, il se considère comme étant celui qui vient c'est un médecin, il ne faut pas oublier que c'est un médecin, c'est un praticien, et il se comparait beaucoup à Rabelais, parce qu'il disait, comme Rabelais, j'ai la crudité vraie. Donc lui, c'est pas qu'il a peur, c'est pas qu'il cherche à se dissimuler la putréfaction à l'œuvre chez les êtres, c'est qu'au contraire, il en est parfaitement conscient et qu'il veut la révéler. Et pour la révéler,
il va falloir abandonner toute vanité, s'attaquer à sa propre vanité, un peu comme un ermite, si vous voulez, un peu comme un ascète. Et pour cela, ce que lui va appeler, c'est une métaphore, il va recouvrir son jeu de merde. C'est une allusion à la fois, d'une certaine manière, à la vulgarité, à la pseudo-vulgarité, à l'apparente vulgarité de son style, et à l'idée que son image, l'image qu'on peut avoir de lui, ne l'intéresse pas. C'est l'image au sens narcissique du terme. Voilà. Il comprend que le narcissisme est une des raisons, des pires raisons de tous les errements humains. Il a lu Freud très tôt, très vite, et il comprend ce genre de choses. Donc il dit, moi je vais recouvrir, enfin il ne le dit pas, il se conçoit comme étant celui qui chie, au sens où il fait chier tout le monde, il conchit tout le monde, il emmerde le monde avec un grand M, et au sens où sa prose est mal vue par les gens qui sont eux-mêmes pétris de vices et de tares et d'imbécilité et de méchanceté. Donc déjà, d'emblée, il ne veut pas faire partie de la bonne société, y compris de la bonne société littéraire. Et l'autre conception qui est tout à fait unique, c'est que pour lui, cette manière de chier verbalement sur la langue, contre la langue, ça va en révéler toutes les articulations et ça va en révéler toute la fausseté. C'est pour ça que je parle, moi, de défécation acide. Il y a une autre métaphore qu'il utilise, par exemple, il refusait de se faire filmer et photographier. N'oublions pas qu'il était célébrissime à partir de Voyage au bout de la nuit, donc ça défilait en permanence chez lui, les journalistes, les intervieweurs voulaient en permanence le filmer, le photographier et l'enregistrer, et il refusait, il disait, surtout en train d'écrire, il disait parce que on ne filme pas un homme sur le trône, sur son trône. C'est-à-dire, c'est la métaphore qui est intéressante, la métaphore qu'on comprend seulement si on connaît le langage français familier. Être sur son trône, c'est être en train de chier, être aux chiottes en train de chier. Voilà. Et en même temps, on est sur un trône parce qu'on s'imagine qu'on est un roi. Vous voyez, donc on a déjà toute l'ambivalence du rapport à la merde et du rapport à la fécalité de Céline. En tant que médecin, pourquoi il est si lucide sur la vanité humaine? C'est qu'en tant que médecin, il sait que l'être humain, c'est une panse de viande. Et que c'est une panse de viande qui passe le plus clair de son temps, c'est lui qui le dit, c'est lui qui l'explique comme ça, c'est aussi métaphorique, mais enfin c'est pas faux évidemment quand on est un peu lucide et pessimiste sur les organisations humaines. C'est quelqu'un qui passe son temps à baffer, et à digérer, et à péter, et à chier. Il décrit les bourgeoisies. Il y a des passages ahurissants de drôlerie lorsqu'il décrit la bourgeoisie allant se promener pour le dimanche, après avoir bien gueuletonné pour évacuer toutes ces flatulences. Donc pour lui, l'être humain est un être boursouflé de flatulences. Ce sont des flatulences verbales, évidemment. Alors, il va considérer, c'est des choses qui apparaissent dans Bagatelle pour un massacre, dans son premier pamphlet antisémite, il va considérer que tout le monde fait des concours de pétomanie, mais qu'il a quand même un grand rival littéraire qui va être surnommé Proust, c'est Proust évidemment, et pour lui c'est le péteur en chef, le pétomane en chef, c'est celui qui ne mérite pas sa couronne. C'est ce qu'il explique dans Bagatelle. Et s'il est couronné en tant que péteur en chef, c'est-à-dire celui qui est dans l'artifice absolu du langage, c'est parce qu'il est juif. Et c'est uniquement parce qu'il est juif qu'il est couronné comme roi de la littérature. Il le dira plus tard, il était jaloux de Proust, il en a voulu à Proust, bien plus tard, après-guerre, etc., quand il reviendra sur Proust, et qu'il en dira beaucoup de bien. Mais pour lui, c'est insupportable. Alors lui, il va être celui qui pète plus haut, qui chie plus juste, et lui, il dit ne chie pas juste qui veut, c'est une de ses phrases, c'est-à-dire qu'il va chier plus juste que Proust, et qui va entrer en rivalité absolue avec Proust. Son grand collègue, son grand rival au XXe siècle. Tout ça est une des trames et un des thèmes de Bagatelle pour un massacre. Eh ben, collaborer avec son époque, oui, on l'a fait un petit peu. Après, il y a le passage d'après-guerre sur la société du spectacle, important aussi. Et sinon, entre les deux, il y a les pamphlets, en effet. Les pamphlets, après, il y a la prison, il y a tout ça. Mais bon, donc il y a deux époques. Il y a l'époque de la Première Guerre mondiale, après l'époque des pamphlets, de l'Antilles, la Seconde Guerre mondiale et tout ce qui va s'en suivre, Sigmaringen, etc. Et ensuite, il y a l'après-guerre. Et à chaque fois, il a une manière différente, enfin pas une manière différente, mais à chaque fois, il récupère sa lucidité face au monde et face à son époque. J'avais déjà beaucoup lu Céline lorsque j'ai découvert pour la première fois
pamphlets antisémites. Ça a commencé par Bagatelle, dont je connaissais évidemment l'existence comme tout le monde, mais qui était très difficile à trouver à l'époque. C'était dans les années 90. On n'est trouvé que dans quelques librairies fascistes. Et il était hors de question pour moi d'aller payer une somme énorme. Il valait 400 francs à l'époque, avec Bagatelle, il me semble, pour donner à une librairie fasciste et antisémite. Donc je ne les connaissais pas, je n'en savais rien. Par contre, j'avais déjà une bonne connaissance de Céline et des romans accessibles de Céline. Je voulais quand même découvrir ces fameux pamphlets. Et je pensais que j'allais, très, très sincèrement, que j'allais m'ennuyer, que j'allais découvrir, que j'allais une partie de Céline ratée, un Céline idéologue, un Céline stupide, un Céline crétin, un Céline bas de gamme, un peu comme on pourrait le dire, par exemple, des passages antisémites chez Voltaire ou chez Diderot. Donc ça n'aurait pas été la première fois que j'aurais découvert un écrivain qui tout à coup a une baisse de régime dans sa virtuosité littéraire dès qu'il se met à fulminer contre les Juifs. C'est un peu ce à quoi je m'attendais. J'ai réussi à obtenir une photocopie de Bagatelle pour un massacre et je l'ai ouvert et immédiatement j'ai été extravagamment surpris par le fait que c'était du Céline à l'état pur. Ça commence pas du tout par des déclarations antisémites, ça commence, comme toujours chez Céline, par une déclaration de style, un traité de style sur son rapport avec les autres écrivains, et écrit d'une manière tordante, c'est-à-dire à la fois drôle et puissante et subversive, lorsqu'il parle des autres écrivains qui se prétendent raffinés et qui ne le sont pas. C'est important parce que, je dis tordant parce que c'est un des mots qui revient tout le temps dans sa correspondance quand il est jeune. Il parle d'un français qui est tordant, il parle de la langue française, enfin d'un texte en français qui est tordant, et c'est un mot qui revient tout le temps. Et c'est très intéressant parce que c'est le mot qui décrit le mieux la manière dont Céline distord la réalité. Et là, c'est pareil. Là, il est en train de distordre une forme de réalité qui est son rapport aux autres écrivains. C'est comme ça que ça commence, Bagatelle pour un massacre. Et très vite, on sent que dans cette spirale d'énergie prosodique, il y a un kérosène essentiel qui est l'antisémitisme. La furie antisémite. Et cette furie antisémite, elle est tellement intriquée dans sa prose et dans sa pensée toujours drôle, toujours tordante du monde, qu'elle en est indissociable. Et donc, si on n'est pas révulsé parce qu'on en a souffert, parce qu'on est juif ou qu'on en a souffert, ou parce qu'on est d'une éthique irréprochable et que le moindre pet de travers, si j'ose dire, intellectuel vous débecte, on ne peut que hurler de rire. Alors c'est exactement ce qui m'est arrivé, c'est-à-dire j'ai trouvé ça hilarant et le côté antisémite, mais ce sont des choses que lui-même dira plus tard. Il dira plus tard que le côté burlesque absolu de Bagatelle le rend absolument pas crédible. Et il a tout à fait raison, et c'est ce que lui reprocheront les vrais antisémites. Ce que lui reprochera Gide, ce que lui reprocheront les gens de Je suis partout, à savoir, c'est pas Bagatelle, c'est un livre trop drôle, trop boursouflé de drôlerie et de comique, malgré sa furie antisémite, qui était sincère chez Céline, mais qui était sincère, mais qui était inextricable de sa génialité rhétorique. Et c'est donc Bagatelle, c'est un texte tellement irrécupérable que les antisémites eux-mêmes, les journalistes antisémites, ne l'ont pas admis. Et il a eu pourtant un énorme succès de vente. Alors voilà, c'est tout ça que j'ai découvert, une nouvelle révélation en lisant Céline, c'est que c'était pas du tout des textes ennuyeux, c'était des textes dans lesquels il y avait une grande portée d'analyse de son époque, de la lâcheté humaine, de la vanité humaine. C'est un texte, ce sont des textes, les trois pamphlets qui se suivent, qui sont très cruels et très sévères pour ses contemporains français non juifs aussi. Il est très... les politiciens, les journalistes, les autres écrivains, les gens du peuple, les gens du monde sont tous embringués dans ce même chaudron démoniaque dans lequel qu'il fait bouillir et dont le feu est alimenté par son antisémitisme. La grande nouveauté de Bagatelle pour un massacre, c'est pas d'être un pamphlet antisémite. Il y a une sous-littérature antisémite depuis des siècles, en France, et pas seulement en France,
que Céline connaissait très bien, qu'il avait pillé, qu'il avait pompé, il le dit lui-même, il l'avoue lui-même à un autre sous-littérateur antisémite, et pour nourrir cette transe. Voilà. Il a besoin de se mettre en transe, il a besoin de se mettre dans un état second pour alimenter sa prose et pour alimenter sa sévérité, sa crudité, son regard absolument désabusé et critique de son époque et du monde. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est que lui, il a besoin d'une transe prosodique, et il est en transe d'une manière perpétuelle, d'une certaine manière, mais il va utiliser la fièvre antisémite ou le délire antisémite quasiment à l'état pur, c'est-à-dire qu'il ne va faire aucun effort, contrairement aux antisémites bontins, aux antisémites intellectuels, ou même à tous les antisémites de la planète d'ailleurs, il ne va faire aucun effort pour essayer de théoriser et de convaincre son public. L'antisémite classique, c'est un paranoïaque, donc il y a tous les traits de la paranoïa antisémite dans le discours de Céline, mais c'est parce qu'il reprend des choses. Ça ne veut pas dire qu'il ne les pensait pas, il les pensait, mais tout ça est fait de manière absolument pas intellectualisée chez lui. Donc il pense tout ça, il y croit, et il le boursoufle en des affirmations qui sont tellement incroyables et évidemment, comment dire, comiques et hyperboliques que plus personne ne peut le prendre en considération. C'est-à-dire que tout le monde devient juif. Le pape est juif, Racine est juif, toute la France est enjuivée, tout le monde est juif, et y compris les gens les moins soupçonnables d'être enjuivés, comme on disait à l'époque. Et pour lui, tout le monde devient juif. Alors c'est un délire tellement manifestement grossier que du coup il révèle quelque chose de très essentiel que les antisémites ne peuvent pas eux-mêmes voir en face, c'est le caractère profondément délirant de tout discours antisémite, à la racine. Et c'est pour ça qu'il révèle le poteau rose, c'est-à-dire il montre qu'on ne peut pas être un antisémite sans être un grand délirant. Il y a donc une double, comment dire, un double effet de l'antisémitisme. D'abord, il a besoin de se mettre en transe, et deuxièmement, il révèle que l'antisémitisme est foncièrement un délire. Et non pas, comme le croient les antisémites, ou comme voudraient le démontrer les antisémites, une réflexion philosophique sur le monde et sur l'influence des juifs sur le monde. Vous savez que c'était la définition de la paranoïa chez Freud. C'est la définition de la paranoïa chez Freud, c'est que c'est une philosophie déformée. L'antisémitisme est aussi une philosophie, une forme de philosophie déformée, de très bas niveau et très ressassante, ratiocineuse, si j'ose dire. Et de ce point de vue-là, lui n'est pas dans ce défaut-là. Il a besoin de l'antisémitisme, il a besoin du ressassement antisémite pour déployer sa verve contre ses contemporains. C'est vrai dans Bagatelle, c'est vrai dans L'école des cadavres, c'est vrai dans Les Beaux Draps, et ce que l'on perçoit quand on lit les trois pamphlets les uns après les autres, parce que une fois que j'en ai lu un, j'ai voulu découvrir les deux autres, c'est que la fureur antisémite va s'apaiser avec les années qui passent et avec les textes qui se succèdent, les pamphlets, et que, au contraire, la fureur contre ses contemporains, qu'il appelle les Ariens, ou les Français, ou les Blancs, va devenir de plus en plus explosive. Au point que, après la sortie des Beaux Draps, son troisième et dernier pamphlet antisémite, les journaux antisémites, là on sera en pleine occupation, vont lui reprocher, vont lui dire « mais les Juifs n'ont plus la vedette dans les Beaux Draps ». Et ce sera quasiment comme un reproche, et lui le considérera comme une évidence, à savoir que c'est terminé, la fièvre est passée, il n'en a plus besoin pour comprendre le monde, et puis il est en train de comprendre aussi que les Juifs ne peuvent pas dominer le monde, puisqu'ils sont en train d'être massacrés par le monde. Donc c'est tout le discours, si vous voulez, toute la pellicule de rationalité du discours antisémite, à savoir que les Juifs dominent tout et que les Juifs décident de tout et que les Juifs sont partout et envahissent tout, s'effondre à partir du moment où on comprend que les Juifs sont le peuple le plus persécuté d'Europe à cette époque-là, c'est donc le peuple le plus faible, le plus fragile d'Europe. C'est contradictoire. Alors lui, il va le comprendre. Pourquoi il va le comprendre? Pourquoi il va comprendre d'une certaine manière? Il le dit, tout ça, ce sont des choses qu'il dit qui apparaissent parfois de manière un peu pudique, parce que c'est pas un grand comment dire, c'est pas un grand culpabilisé, donc il va pas passer son temps à dire je me suis trompé, j'ai mal compris des choses. Mais enfin, il va comprendre à un moment que les Juifs aussi en ont bavé, et que, alors du coup, il va se comparer aux Juifs très souvent. Après-guerre. Oui. Attendez, je vais vous répondre, mais je cherche toujours la manière d'amorcer le truc pour pas avoir l'air de vous répondre.
Il n'y a pas de différence, de divergence fondamentale entre les pamphlets, entre la teneur des pamphlets, ou plutôt le discours des pamphlets, et les discours des livres précédents et des livres qui suivent. C'est un pessimiste qui est en fureur. Le fait d'être antisémite, c'est pas nouveau pour Céline. Il est antisémite comme énormément de Français de cette époque, et pas seulement de cette époque, d'éducation. Ses parents étaient anti-Dreyfusards. Il faut pas oublier qu'à l'époque où Céline écrit les pamphlets, l'antisémitisme n'était pas un crime. C'était une opinion extraordinairement répandue. L'originalité des pamphlets n'est pas dans leur antisémitisme, contrairement à ce qu'on peut imaginer maintenant. L'originalité des pamphlets, elle est dans le fait que l'antisémitisme se manifeste sur un mode bouffon, sur un mode burlesque et sur un mode délirant. Et ça, c'est unique et ça, c'est nouveau. L'antisémitisme, sinon, il n'y a que ça, y compris dans la littérature française. On n'a pas à forcer qui que ce soit à lire Céline, ni à lire les pamphlets de Céline, et surtout pas à demander à quelqu'un qui a souffert de l'antisémitisme, c'est le cas de la génération qui m'a précédé, mes parents, mes grands-parents, de s'enamourer et de lire et d'étudier universitairement les pamphlets de Céline. Ça n'a aucun sens et c'est ridicule. Moi, je suis né après-guerre, en 1963, je suis d'après la catastrophe, et j'ai porté sur le texte de Céline, de la littérature de Céline et le génie Céline, un regard qui est un regard profondément juif, en ce qui me concerne, car nourri de mystique et de pensée juive. La pensée juive, elle considère que c'est le texte qui doit juger le texte, et non pas l'homme qui juge ou la vie de l'homme qui juge le texte. C'est une pensée, la mystique juive, c'est une pensée qui est pré-proustienne, au sens où elle ne tient pas en considération autre chose que le texte, et autre chose que la manière dont s'organise la parole, pour juger du monde, pour comprendre le monde, pour décrire la création du monde. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui m'a permis d'envisager la littérature, la grande littérature, toute grande littérature, mais aussi la littérature de Céline et aussi à l'intérieur de la littérature de Céline, les pamphlets de Céline, d'une manière très différente de celle de mes contemporains. Je suis convaincu, enfin, je suis nourri par la grande mystique juive, et il y a dans la grande mystique juive une partie qui s'appelle la Kabbale laurianique, dans laquelle on considère que le mal est intriqué dans la création du monde. C'est ce qu'on appelle des écorces. Le mal et le bien, si vous voulez, il n'y a pas de manichéisme possible. Ils sont intriqués l'un dans l'autre pour des raisons qui tiennent à la mythologie de la mystique juive, la manière dont Dieu crée le monde. Et cette imbrication extrême d'écorces ou de déchets et de luminosité et de sainteté, c'est quelque chose qui est très puissamment pensé par la pensée juive. Lorsque j'ai lu les pamphlets, j'aimais déjà beaucoup Céline, je lisais déjà beaucoup de grosses conneries sur Céline, pour le défendre ou pour l'attaquer, c'était la même chose, et j'étais pas satisfait de ce qui s'écrivait sur Céline. C'est pour ça que j'ai décidé d'écrire un essai sur Céline. Et mon idée, c'était qu'il fallait faire opérer à cette littérature, par mon commentaire, qui est un acte spécifiquement juif, l'herméneutique, le commentaire du texte, ce que l'on appelle le tikkun, la réparation de Céline. C'est-à-dire nettoyer la sainteté, ce sont des métaphores, évidemment, des métaphores mystiques, mais pour moi elles étaient très prégnantes, la sainteté du génie célinien, des écorces dans laquelle elle se dissimulait. Et les écorces, c'était en l'occurrence, par exemple, le discours antisémite. Donc c'était si vous voulez, je me sentais une sorte de mission chevaleresque qui consistait un petit peu, qui était un peu comparable à la mission dont lui se sentait investi lorsqu'il soignait les pauvres. Je voulais soigner, pas soigner Céline de son antisémitisme, mais réparer le tort que Céline s'était fait à lui-même et à sa propre génialité en sombrant dans l'antisémitisme. C'est comme ça que j'ai abordé les pamphlets. Comme quoi il a bien compris que le judaïsme était la religion du verbe et du livre, hein, ça c'est évident. Alors, il y a une chose que Céline sait d'emblée, même s'il ne le dit pas toujours comme ça, et il le comprend, c'est que les Juifs sont le peuple du livre, le peuple de la parole, le peuple du verbe, et que c'est pour eux beaucoup plus important que toute la réalité du monde. C'est quelque chose qui est très gênant pour lui, parce que, et ça va l'amener à un certain paradoxe, et en particulier dans Bagatelle, dans le premier pamphlet antisémite, et dans la manière dont il va parler de Proust, c'est que d'une part, lui se conçoit comme celui qui doit détruire, attaquer et pulvériser le verbe au sens de la gangue verbale qui cimente la société et qui n'est faite que de mensonges,
et la manière dont il décrit ce que les Juifs font à la langue. Alors c'est très paradoxal parce qu'il va dire que les Juifs utilisent la langue pour dominer le monde, et en même temps qu'ils utilisent la langue pour souiller le monde, et pour souiller la littérature. Et pour lui, l'exemple suprême, alors avec Proust, mais avant Proust, c'est Racine, c'est-à-dire un langage mort, c'est comme ça que Céline le décrit et le comprend. C'est pour ça qu'il a besoin de considérer que Racine, pardon, c'est pour ça que Céline a besoin de considérer que Racine est juif. Parce que Racine, il prend le prétexte que Racine a fait des grandes tragédies qui utilisent et qui mettent en scène des personnages bibliques. Mais il a besoin de considérer que ce sont les Juifs qui, tout à fait paradoxalement, sont responsables de la mise en latin et de la mise en tombeau du français. Et en même temps, ce sont ceux qui attaquent le plus la tradition, la langue, l'arianité de la langue. Donc il est complètement ambivalent et paradoxal. Et ça l'amène très vite à se mettre en situation de rivalité avec les Juifs. C'est-à-dire qu'il y en a qu'un qui a le droit d'attaquer la langue, c'est lui, et pas Proust, par exemple. Et lorsqu'il parle de Proust, lorsqu'il décrit Proust à une lettre, le style de Proust à une lettre célèbre à Lucien Combel, en 1941, il le décrit comme un massacreur d'élite nobiliaire, quelqu'un qui, par son style, qu'il va qualifier de talmudique, Céline, quelqu'un qui va, par son style, immédiatement enrober d'une forme d'acide révélateur tous les domaines de la société qu'il parcourt. Là, je parle de Proust tel que le décrit Céline. Et ça lui est d'une certaine manière... La chenille. Voilà, la chenille. La métaphore qu'il trouve, c'est qu'il décrit Proust comme une chenille. Et cette métaphore, une chenille talmudique, cette métaphore, elle lui vient de Napoléon. C'est Napoléon, déjà, qui avait pas lu le Talmud, mais enfin, qui avait dû lire des extraits du Talmud mal traduits par des propagandistes antisémites, et qui disait c'est absolument indigeste, et on dirait une chenille qui détruit tout, et qui répand le suc acide, son sillage acide sur toutes les plantes, et qui veut tout détruire. Donc lui, il reprend cette métaphore, il l'applique à Proust, et il va s'énerver ou s'agacer ou s'enfurier contre Proust parce que Proust lui pique sa place. C'est lui, celui qui doit chier sur le pseudo-élitisme académique, si vous voulez, pour parler en termes littéraires, en termes de société littéraire, et pas seulement Proust. Alors c'est très net dans le pamphlet Bagatelle pour un massacre, c'est-à-dire on le voit immédiatement entrer en rivalité avec Proust, sur un mode toujours drôle, toujours comique, toujours virtuose, verbalement parlant, et donc jamais ennuyeux. Il y a une lettre assez fameuse et qui est merveilleuse à la fois, et qui est très méchante pourtant, contre Proust, de Céline. C'est la lettre qu'il a envoyée à Lucien Combel le 12 février 1943, où il compare Proust et le Talmud. C'est très intéressant. C'est très intéressant parce qu'il ne faut pas oublier que Céline se conçoit lui-même comme celui qui va radiographier le monde par sa défécation acide. Donc on prend les métaphores de Céline, on met dans un coin de l'esprit la métaphore de Céline, et on écoute maintenant la manière dont il décrit Proust. Il est beaucoup ergoté autour de Proust. Ce style, cette bizarre construction, d'où, qui, que, quoi. Oh, c'est très simple, talmudique. Le Talmud est à peu près bâti, conçu, comme les romans de Proust, tortueux, arabescoïde, mosaïque désordonnée, le genre sans queue ni tête, par quel bout les prendre, mais au fond infiniment tendancieux, passionnément, acharnément. Du travail de chenille. Cela passe, revient, retourne, repart, n'oublie rien, incohérent en apparence pour nous qui ne sommes pas juifs, mais de style pour les initiés. La chenille laisse ainsi derrière elle, tel Proust, une sorte de tulle, de vernis, irisé, impeccable, capte, étouffe, réduit, empoisonne tout ce qu'elle touche et bave, rose ou étron. Poésie proustienne. Quant au fond de l'œuvre proustienne, conforme au style, aux origines, au sémitisme, désignation, enrobage des élites pourries, nobiliaires, mondaines, inverties, etc., en vue de leur massacre. Épuration. La chenille passe dessus, bave, les irise, le tank et la mitraillette font le reste. Proust a accompli sa tâche, talmudique. Donc c'est un texte très intéressant parce qu'on y voit pointer l'antisémitisme, les juifs détruisent tout, les juifs sont les grands massacreurs de la société française, et en même temps, il décrit les choses d'une manière qui ne peut pas ne pas faire envisager la manière dont lui-même attaque la société française et attaque l'organisation de la société. Alors
comment dire, on comprend très vite, on comprend que sans lui-même, en le comprenant et sans le comprendre, se place immédiatement en rivalité avec Proust. Il y a eu un projet qui a été torpillé dans l'œuf en France de rééditer les pamphlets de Céline. Tout le monde s'est prononcé sur cette question et je dois dire qu'en ce qui me concerne, ça m'est parfaitement indifférent. Pour une raison très simple, c'est que d'abord moi les pamphlets je les connais, je les ai lus, je les ai étudiés, j'ai écrit dessus et j'en ai strictement rien à faire que d'autres les découvrent ou pas. Je suis d'un pessimisme absolu comme Céline, c'est pour ça que j'aime Céline, et je ne crois pas ni que les pamphlets s'ils étaient publiés feraient un antisémite de plus sur la planète, il y en a déjà beaucoup qui n'ont pas besoin des pamphlets de Céline pour être antisémites, ni que ça guérirait qui que ce soit de son antisémitisme, et ni que ça servirait les jeunes générations ou les universitaires ou les journalistes à comprendre l'antisémitisme. Je n'y crois absolument pas. Donc ça m'est parfaitement indifférent. Le fait que si on devait les publier, et si on me demandait vraiment quel était mon avis, je pense qu'il faudrait les publier. Vous savez que c'est Céline, il faut savoir que c'est Céline qui a interdit la republication des pamphlets antisémites. C'est pas un hasard. Il avait compris que c'était terminé, que c'était anachronique, donc il voulait pas les republier. Il aurait très bien pu le faire. Il a interdit leur republication. Si on devait vraiment les publier, je pense qu'il faut évidemment ne pas les séparer du reste de l'œuvre. Il faut un outillage critique extrêmement aigu, pas du tout moralisateur, mais très au fait de la manière dont ça se... D'abord de la manière dont l'antisémitisme était répandu à cette époque, à l'époque des pamphlets, de la manière dont l'antisémitisme a joué dans la biographie de Céline et dans la chronologie de Céline. Il y a de très bons universitaires, d'ailleurs, français ou américains, Alice Yeager étant une des plus compétentes, qui pourrait très bien faire les notes d'explication et d'explicitation des pamphlets. Il faudrait les publier en pléiade, selon moi, c'est-à-dire dans le cours de l'œuvre, comme la correspondance, comme les romans, parce qu'ils font partie de l'œuvre célinienne intégralement. Il ne faut pas les dissocier. Donc la manière dont les Canadiens, par exemple, ont publié ça sous le titre d'écrit polémique, c'est ridicule. Il y a pas tout est écrit polémique chez Céline. N'importe quelle phrase de Céline, la plus légère, la plus indifférente au monde, est un écrit polémique. C'est le propre de son génie, d'être un écrit polémique, donc de sa génialité, elle s'exprime comme ça. Donc tout est écrit polémique. Par contre, il faut en effet des notes qui permettent de comprendre le contexte, c'est le contexte de l'antisémitisme, et surtout son rapport à la sous-littérature antisémite. C'est-à-dire que si on permet de comprendre, pour ceux qui ont envie de comprendre, à mon avis il n'y a pas grand monde, comment fonctionne l'antisémitisme, de comprendre que les pamphlets de Céline, dans leur antisémitisme, dans la partie antisémite, n'inventent rien. Il a pompé toute une sous-littérature antisémite, et il s'est servi dans cette littérature, il le dit, il l'avoue. Ce qui l'intéressait, ce n'était pas de faire du nouveau, il le dit lui-même, on n'a rien de nouveau à dire là-dessus. C'était vraiment un enjeu entre lui et lui, entre sa prose et lui, de se nourrir de cet antisémitisme-là. Donc il n'y a rien de nouveau dans l'antisémitisme de Céline, il n'y a rien de profondément plus scandaleux que n'importe quel autre ouvrage antisémite, depuis bien avant, depuis le XVIIIe, XIXe siècle, depuis Toussenel, depuis Proudhon, depuis même la question juive de Marx. Et c'est ça qu'il faudrait bien expliquer si on devait faire des notes ou une notice sur les pamphlets. Voilà, rééditer en pléiade, ou sinon rien, et le rien me va aussi bien, ça m'est parfaitement indifférent. Alors, tout le monde s'est exprimé sur cette question des pamphlets. Annie Ernaux, par exemple, considère qu'ils ont une force nocive, ce qu'elle appelle une séduction horrifiée, qu'aucun appareil critique ne pourrait empêcher. Je suis profondément en désaccord avec ça, et c'est ne pas connaître l'histoire de l'antisémitisme et l'histoire de la sous-littérature antisémite en France, mais aussi dans le monde, que de penser comme cela. L'antisémitisme, je l'ai dit, et on le comprend quand on lit Céline, enfin si on ne l'a pas compris, si on ne le sait pas d'avance, on le voit de manière évidente, c'est un délire. C'est pas une opinion qui vient tout à coup vous séduire, ou vous amuser, ou vous convertir, ou vous expliquer les choses. Si vous n'êtes pas susceptible d'entrer dans le délire, vous n'y entrerez jamais. Si vous êtes susceptible d'entrer dans ce délire-là, comme dans d'autres délires, le délire du militantisme, le délire de l'académisme, le délire, toutes les sortes de délires, toutes les formes que peuvent prendre la paranoïa, parce que c'est une paranoïa profonde, c'est une paranoïa civilisationnelle, l'antisémitisme. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc le discours antisémite, que ce soit celui de Céline ou de qui que ce soit, ne convaincra personne qui n'est pas convaincu d'avance. Et être convaincu d'avance, c'est par exemple avoir eu une éducation profondément antisémite,
ou simplement une éducation dans laquelle on n'a pas eu les armes pour lutter contre les clichés de l'antisémitisme. C'est vrai de tas de personnes. C'est par exemple vrai dans le cas de la ferraille de guerre, qui est une affaire un peu comparable, mutatis mutandis, avec celle de Céline. C'est-à-dire quelqu'un qui a été élevé dans un milieu normalement antisémite, c'est-à-dire l'Allemagne du début du XXe siècle, je parle de Heidegger, même chose pour Céline, c'est la France du début du XXe siècle et de la fin du XIXe siècle, la France anti-dreyfusarde, et qui n'a aucune arme pour ne pas comprendre que ce que l'on dit sur les Juifs, c'est pas la réalité. Donc Céline ne va faire jouir personne davantage que quelqu'un qui n'est pas déjà prêt à être profondément séduit par le discours antisémite. Ça ne peut que précéder la lecture de Céline. Et l'appareil critique ne sert à rien, mais il ne sert à rien parce que l'antisémitisme lui-même ne sert à rien, le texte antisémite lui-même ne sert à rien. Il ne va pas provoquer de délire antisémite si on n'est pas déjà profondément sujet à ce délire-là. L'antisémitisme, c'est pas une opinion anodine en Europe ou par ailleurs dans les pays musulmans où il y a aussi un antisémitisme très très prégnant. Dans la construction de la civilisation occidentale chrétienne donc catholique puis protestante ou musulmane d'autre part, donc les trois grandes civilisations qui sont nées du judaïsme, du livre, ça Céline le disait quand il était un peu dégrisé, il disait les juifs sont nos pères et on maudit toujours ses pères, on finit toujours par maudire ses pères. Si on ne comprend pas comment c'est ancré dans la construction de la civilisation occidentale et musulmane aussi, donc les civilisations qui sont nées du livre, qui sont nées des livres, on ne comprend rien à l'antisémitisme et on ne comprend pas comment cette fièvre elle peut s'emparer d'un être. Donc ça n'a rien, Céline ne rajoutera strictement rien à cela. Ni de le publier, ni de ne pas le publier d'ailleurs. Et de toute façon, n'importe qui peut le trouver sur Internet, on peut trouver les pamphlets en accès libre sur Internet. Après-guerre, alors Céline a quelques désagréments, comme il le note lui-même, c'est-à-dire qu'il est poursuivi pour être jugé, il doit s'enfuir, d'abord à Sigmaringen avec les collaborateurs, et ensuite au Danemark, où il va être emprisonné. Comment dire, la question, de même que la question morale n'a aucun intérêt pour un écrivain, la question de la manière dont la société doit se venger d'un écrivain, d'un intellectuel, de quelqu'un qui n'a tué personne, qui n'a fait aucun mal physiquement, n'est pas pertinente pour moi en tant qu'écrivain. D'abord, il a fait de la prison, donc il a payé son crime qui était un crime de propagande intellectuelle, si vous voulez, c'est comme ça que ça se définissait à l'époque. Et la manière dont lui va interpréter sa culpabilité, entre guillemets, et son rapport au reste des Français est beaucoup plus intéressante que le savoir si on aurait dû le juger plus sévèrement ou pas plus sévèrement, si on aurait dû le fusiller ou pas pour ses pamphlets antisémites. Ça ne signifie pas qu'il n'est pas coupable, ça signifie que la culpabilité ou l'innocence n'est pas en jeu dans la manière dont j'envisage un écrivain. Je ne suis pas procureur. Un écrivain qui lit un autre écrivain et qui étudie un écrivain ne se met pas en position de procureur, sinon il ne le lit pas. Donc ce serait pareil si je lisais un écrivain qui a vécu il y a 500 ans et ou qui a vécu quelques siècles, qui aurait vécu sous Louis XIV et qui aurait participé au massacre durant la révocation de l'édit de Nantes. Si c'est un écrivain génial, ça ne change rien pour moi. Donc c'est pareil, il n'y a pas à le juger plus sévèrement ou moins sévèrement qu'il ne l'a été. Et surtout, ce que lui a très bien compris, c'est que si on juge Céline aussi sévèrement aujourd'hui, au XXe siècle et au XXIe siècle, c'est parce qu'on a intérêt à dissimuler, toujours l'idée du langage et de la propagande qui dissimule la pourriture humaine, on a intérêt à dissimuler ce que fut cette époque. Et la manière extraordinairement perverse dont l'ensemble des Européens se sont comportés à l'égard des Juifs à cette époque. Mes parents, mes grands-parents l'ont vécu directement. Et donc toute mon histoire familiale me l'a décrit et me l'a expliqué et me l'a fait vivre beaucoup mieux que tous les livres d'histoire. Ça, c'est très important. C'est pour ça que moi, personnellement, je ne fais pas partie des gens qui courent après Céline pour le faire condamner, parce que je sais ce qu'a été la réalité de cette époque-là, par mon histoire familiale, par les récits familiaux. Et je sais que s'il faut condamner Céline, il faut condamner tout le monde. Tous les autres. Tous les autres, c'est-à-dire tous ceux qui... tous les autres, c'est-à-dire il faut condamner tous les autres, ça signifie tous les écrivains antisémites de cette époque, il y en a beaucoup, donc il ne reste plus rien. Hein, il n'y a pas beaucoup d'écrivains philosémites pendant la Seconde Guerre mondiale.
Il faut condamner Sartre pour sa lâcheté, d'être allé à la Kommandantur chercher du papier, d'avoir fait représenter ses pièces dans des salles de théâtre combles d'officiers nazis. Il faut faire condamner Camus pour avoir osé abjectement accepter, lorsque la Gestapo lui a ordonné de supprimer le chapitre de l'homme révolté sur Kafka parce que Kafka est juif. Vous voyez, toutes ces petites compromissions de l'ensemble des écrivains et des intellectuels français pendant la Seconde Guerre mondiale sont tout aussi abjectes, tout aussi dégoûtantes. Donc voilà, c'est pas le procès Céline, ça ne me concerne pas, ça ne m'intéresse pas. Je suis pas procureur, et je ne fais pas de procès. Soit on fait un procès au monde, et dans ce cas-là on est Céline, et on le fait génialement, et on dit que c'est le monde entier et l'humanité entière qui est condamnable, et qui est lourde, et qui est à périr d'ennui et de vanité, et de bavasserie, et d'imbécilité, et de crétinerie, et de sadisme, et de narcissisme, et de vanité, ce qu'on voit ce qu'elle est aujourd'hui toujours, soit on condamne personne. Autant y aller dans les grandes envergures, si vous voulez, si on doit faire des condamnations. Il y a quelque chose qui est très intéressant lorsque Céline envisage la manière dont il est poursuivi par l'ensemble de la presse, une bonne partie des intellectuels et des écrivains de son époque, pour le faire rapatrier en France et juger en France. Il comprend qu'il est en position de bouc émissaire, qui va payer, ou qu'on voudrait qu'il paya pour l'ensemble des collaborateurs et de tous ceux qui n'ont pas été fusillés ou qui n'ont pas succombé pendant la guerre. Ça, il le comprend très vite, et il comprend très vite que tout à coup, il se retrouve en position de victime absolue. C'est-à-dire, il va transformer sa culpabilité éthique en une position de victime de la jalousie et de la méchanceté, de la bêtise de l'ensemble de ses confrères écrivains ratés. C'est comme ça qu'il le décrit. Et c'est très intéressant parce que du coup, il comprend en même temps que l'antisémitisme était une erreur. Ça se dégonfle complètement. Il comprend que ça sert que la police, que c'est idiot, que c'est bête. Il le dit à ses correspondants. Il le répète, il explique. Ça ne signifie pas que lui-même n'est plus antisémite. Ça signifie que le discours antisémite n'est plus valable pour lui. Il est devenu anachronique, premièrement. Deuxièmement, il va comprendre que à partir du moment où lui c'est un écrivain génial, ça n'a pas changé. C'est pas parce qu'il a fait des pamphlets antisémites que son génie a disparu. Il subit la même jalousie qu'après le Voyage au bout de la nuit, et il leur dira tout le temps, il dira c'est pas pour les pamphlets qu'on me poursuit, c'est pour Voyage, c'est parce que j'ai fait effraction et que j'ai détruit la baraque de la littérature française et son imposture. Et troisièmement, il va se retrouver une forme, si vous voulez, non pas de philosémitisme, mais de manière d'envisager la question juive qui quand même le taraude, c'est de se mettre tout à coup à côté des juifs dans la position de ceux ou de celui que tout le monde est et que tout le monde voudrait faire disparaître. Et c'est là qu'il va avoir dans sa lettre à Canavaggia, sa secrétaire corse, il va avoir cette formule extraordinaire, il va dire ce qui est à comprendre ensemble, c'est l'antisémitisme et l'anticélinisme. Ils sont aussi bêtes l'un que l'autre. Mais non, attendez, parce qu'il faut que j'avance. Je vous l'ai dit, hein, je ne suis pas dans la position de procureur. Donc, non, ça ne me débecte pas. Non. Il faut comprendre Céline comme un phénomène. Un grand écrivain, un grand artiste, un grand peintre, un grand musicien, c'est un phénomène humain. C'est un miracle à l'échelle de l'humanité, si vous voulez. C'est-à-dire quelqu'un à qui les lois habituelles et usuelles de compréhension des cerveaux et des psychologies humaines ne s'appliquent plus. Alors, juger Céline sur le mode simplement moralisateur, c'est être complètement à côté de la plaque, parce qu'on ne juge plus Céline. On juge un homme, un antisémite. Alors, dans ce cas-là, en effet, on peut tenir tout un discours et expliquer pourquoi on est débecté par l'antisémitisme, par les antisémites, etc. Et il n'y a pas raison de ne pas l'être. Mais on est dans un autre discours. On n'est pas dans une compréhension de Céline, de l'homme Céline et de l'homme écrivain Céline. Lorsqu'on évalue un écrivain, un grand écrivain, on doit considérer, c'est le point de vue juif que j'adopte, qui est le mien, que d'une part, ce sont ces textes qui permettent de comprendre sa texture, si vous préférez. Ce sont ces textes qui permettent de comprendre sa texture, la texture de son âme, et rien d'autre. Ça, c'est proustien, c'est-à-dire, c'est pas un hasard si Proust était juif aussi, c'est-à-dire que l'homme social, y compris dans ses errements les plus criminels, n'a rien à voir avec l'écrivain. Et d'autre part, de comprendre que il n'y a pas d'avant ni d'après
dans la génialité d'un écrivain, dans la manière dont les textes se succèdent. C'est une phrase de la mystique juive qui dit « Il n'y a pas d'avant ni d'après dans la Torah ». C'est-à-dire pour interpréter, pour commenter le texte de la Torah, on n'a pas besoin de savoir que tel verset se passe avant tel autre verset. Et on n'a plus à respecter du tout la chronologie biographique d'un être humain. Donc on peut très bien comprendre la manière dont fonctionne l'antisémitisme de Céline en utilisant ses déclarations d'après sa période antisémite, d'avant sa période antisémite, de pendant sa période antisémite, dans ses textes à lui. C'est la seule chose qui doit permettre de traverser cet antisémitisme-là. Si on ne le comprend pas, si on reste hébété par le jugement moralisateur, eh ben on n'a pas fait de progrès et on est susceptible un jour ou l'autre d'être soi-même converti, pas une conversion si vous voulez comme ça, maniaque à l'antisémitisme soi-même. Soit on pense, soit on ne pense pas les choses. Et les juger, ce n'est pas les penser. Les entretiens avec le professeur Y sont très intéressants parce que c'est son grand retour sur la scène littéraire, avec le succès, et après son retour en France. Quand je dis c'est son grand retour, c'est parce qu'il explique dans ce texte que c'est Gallimard qui lui commande un texte parce que ses livres ne se vendent pas, il est un peu maudit, il est un peu bon, il n'est pas parti, il ne sera pas jugé, il ne sera pas condamné, il ne sera pas emprisonné en France, mais enfin il est un peu, il est maudit, quoi, il n'est pas bien vu. Et Céline va répondre d'une manière à cette accusation de Gallimard, qu'il décrit dans le texte, c'est ça qui est très drôle, il explique tout dans le texte des entretiens avec le professeur Y, avec une verve et une cruauté comique et un génie absolu, c'est-à-dire c'est des textes qui sont ces entretiens, c'est un petit livre, c'est quasiment le livre par lequel je conseillerais de commencer la lecture de Céline, moi, à qui que ce soit. Ça va être un faux entretien, évidemment, avec un universitaire qui ne rêve que d'une chose, c'est d'avoir son livre publié par Gallimard, son propre livre publié par Gallimard, et d'obtenir le Goncourt. Et c'est un livre qui est absolument hilarant parce qu'il va transformer les accusations qu'on lui fait, non plus maintenant d'être un méchant Céline, mais d'être un Céline qui ne vend pas de livres, et qui n'aide pas Gallimard. Il appelait quand même Gaston Gallimard, le grand-père d'Antoine Gallimard, il l'appelait vieux coffre-fort qui fait blabla. C'est comme ça qu'il lui écrivait dans les lettres. Donc il avait avec lui un rapport d'impertinence comique absolue. Alors, et qui apparaît dans des entretiens avec le professeur Y. Et ça va être une déclaration de guerre contre tous ses contemporains, contre tout le monde de la littérature de son temps et contre la société de son temps. Ce sont les prémices déjà de sa grande critique de la société moderne des années 50 et 60. C'est faramineusement drôle et puissant et intelligent. Et on dirait du Philippe Ross avant la lettre. Moi, je comprends que Philippe Ross adorait Céline, parce que c'est vraiment extravagant. Ça n'existe pas ailleurs dans la langue française et dans la littérature française, ce genre de puissance comique, prosodique et d'intelligence des choses. Parce qu'évidemment, tout ce qu'il dit est absolument vrai, d'un point de vue de la psychologie du petit écrivain raté qu'est le professeur Y. Pourquoi c'est un livre prodigieusement drôle, les entretiens avec le professeur Y? Parce que, évidemment, Céline sait qu'il est le grand écrivain maintenant que tous les autres sont morts et que la guerre est finie et que les problèmes politiques sont en train de se résoudre. Les problèmes, je veux dire, les connivences des uns et des autres avec les différents partis. Donc il sait très bien, c'est quelque chose dont il n'a jamais douté depuis Voyage, c'est qu'il est le plus grand écrivain de langue française vivant. De langue française vivant, il le sait. Il le sait, il le dit, il l'écrit, et il a raison. Alors ça signifie que il joue comme un chat avec la souris, avec le professeur Y, d'une manière très drôle. À un moment, le professeur Y a envie de pisser, alors Céline, enfin le personnage qui joue Céline dans le dialogue, il fait pss, 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 pour lui donner envie encore plus de pisser, pour le mettre encore plus dans l'air. Bon, il y a des choses comme ça qui sont si vous voulez, de l'ordre du comique rabelaisien. Il se sentait très proche de Rabelais, d'où le rapport à la merde aussi, le rapport à la pisse, le rapport à la merde, la crudité juste, comme il disait. Parce que Rabelais était médecin comme lui. Alors c'est pareil, il dissèque l'âme humaine, et là il dissèque la vanité humaine, mais il applique son microscope, si vous voulez, ou son scalpel sur la vanité des gens de lettres. Et c'est très très drôle, comme ces lettres à la NRF, c'est d'une drôlerie absolue. Et il ne peut dire cela et n'être drôle et n'être vrai que parce qu'il est qui il est, à savoir le grand Céline. Il y a un portrait un autre passage qui est hilarant, mais tout est très drôle, il y a un portrait hilarant dans les entretiens avec le professeur Y, c'est le portrait de Mauriac, en menthe religieuse. C'est très drôle, c'est très dur, très méchant, et c'est d'une grande drôlerie. Après avoir lu Céline, après avoir découvert la littérature de Céline, je le connaissais par quelques photos, mais je ne connaissais pas encore les émissions de télé qu'il avait faites, qu'on peut trouver maintenant très très facilement sur Internet.
À l'époque, moi, il fallait s'échanger des cassettes de magnétoscope pour découvrir ça, de manière éberluée, parce que c'était des vieilles émissions que plus personne n'avait. Ça a été comme à chaque fois que je vois un corps d'écrivain que j'aime, à l'image, ça a été un grand enseignement et un grand plaisir. Je veux dire par là que, de même qu'un écrivain, un grand écrivain, un écrivain de génie, n'est pas n'importe quel cerveau, n'est pas n'importe quelle psychologie, n'est pas n'importe quelle âme, n'est pas n'importe quel esprit, c'est pas non plus n'importe quel corps. C'est un corps très singulier, le corps de Céline, la bouille de Céline, la face de Céline. C'est quelque chose, c'est une leçon qu'on comprend aussi en lisant Proust ou en lisant Céline, à savoir que le physique des gens, on critique toujours les gens qui attaquent d'autres personnes sur leur physique. Mais là, il ne s'agit pas d'attaquer, il s'agit de comprendre que le physique d'un être humain est en corrélation directe avec son âme, avec son intériorité. C'est vrai dans le mal, c'est vrai pour les gens qui sont méprisables, et c'est vrai dans le bien, et c'est vrai, enfin dans le bien au sens artistique du terme, c'est vrai aussi pour les grandioses. Le corps de Céline, c'est un corps qui est profondément, intimement enfantin, avec une grande hilarité, mais enfantine, innocente intérieure, et qui est délabré à l'extérieur, et qui utilise ce délabrement, exactement comme dans la mystique juive, les clipotes, ce qu'on appelle les clipotes, à savoir les écorces, recouvrent et protègent et dissimulent les étincelles de sainteté, et bien exactement, son corps est une sorte de coquille, d'écorce, de boue presque, et il travaillait cet aspect méprisable et misérable de son apparence, qui recouvre sa lumière intérieure. C'est très visible, c'est très manifeste lorsqu'on le voit et lorsqu'on l'écoute. Et c'est très intéressant parce qu'il explique à ceux qui l'enregistrent, à ceux qui le filment, dans les derniers reportages télévisés, que la technique de la caméra, des microphones, de toutes les machines dont il explique à quel point elles sont profondément frigides, c'est une de ses grandes trouvailles, ne peuvent pas capter cela. Elles ne peuvent pas capter l'intériorité géniale d'un écrivain tel que Céline ou de n'importe qui. Ça, c'est très intéressant parce que c'est au moment où on voit apparaître son corps, le corps de Céline, à la télé, pour les gens qui le regardaient à la télé en direct, et pour moi qui l'ai découvert bien plus tard par des enregistrements, le moment dans l'histoire où apparaît son corps, c'est le moment aussi où il va critiquer le plus et être le plus acerbe et le plus lucide sur ce qu'est en train de faire la technique au monde, aux hommes et au corps des hommes. C'est quelque chose qui est assez patent lorsqu'on écoute, lorsqu'on lit ses derniers entretiens et lorsqu'on le regarde et lorsqu'on l'entend. Et là, sa voix est une voix aussi tout à fait intéressante. C'est une voix qui m'évoque un vers de Mallarmé évoquant viol et clavecin. C'est-à-dire c'est une voix qui n'est pas du tout éraillée, comme celle de Mauriac, qui n'est pas du tout pointue, qui est à la fois ferme et vibratile. Et donc on pense immédiatement à des instruments de musique du XVIIe ou du XVIIIe siècle quand on l'écoute. Ça c'est très important, parce que le timbre de voix d'un écrivain, évidemment, on dit beaucoup sur son intériorité. La manière dont il envisage la société des années 50 et 60, eh ben, elle est conforme à la manière dont il a commencé d'envisager la société et le monde dans les années 14-18, à savoir, il voit l'immense recouvrement de tout par la propagande. Sauf que la propagande, elle a changé de nom, elle s'est métamorphosée, mais ça reste la même propagande mensongère. Ce n'est plus la propagande guerrière et militariste des années précédant la Première Guerre mondiale. Ce n'est plus la propagande stalinienne ou fasciste ou capitaliste des années de la Seconde Guerre mondiale. C'est la propagande de la publicité. Et là, il est extraordinairement précurseur de la façon dont Guy Debord va analyser la société moderne. Il est évident que Debord a lu Céline et qu'il a été en partie influencé, en tout cas qu'il s'est nourri de Céline. Ce que je veux dire par là, c'est que Céline est avec quelques très rares esprits de son temps, il comprend que le monde ne se sépare pas, contrairement à ce qu'on veut faire croire et à ce que prétend la propagande des discours militants, entre deux blocs, par exemple, entre le communisme et l'Europe de l'Ouest, ce que tout le monde pensait, ce que tout le monde envisageait dans les années 50 et 60. Il comprend qu'il y a quelque chose qui est beaucoup plus transversal que ça, c'est la manière dont la société de consommation se vend à tous les individus et les abrutit et les étouffe
et les bâillonnent uniquement pour leur vendre des objets dont ils n'ont pas besoin. Il y a des machines qui ne servent à rien. Il y a tout un discours sur le machinisme et contre le machinisme et contre le progrès technique moderne chez Céline, qui vient de très loin, qui apparaît déjà même dans Voyage, en Voyage au bout de la nuit, et dont il comprend, si vous voulez, que le progrès technique des années 50 et 60, le progrès de la prospérité, c'est le progrès qui a été enfanté par le progrès technique de la guerre qui a fait tant de millions de morts. Ce sont les mêmes ingénieurs qui produisent les mêmes effets, si vous voulez. Et comme lui, il est de toute façon passionnément conscient de la pulsion de mort à l'œuvre dans le monde, il comprend que les gens qui fabriquent la bombe atomique, c'est-à-dire la possibilité technique, industrielle de réduire à néant toute l'humanité, ce sont les successeurs des nazis et des staliniens et des capitalistes qui ravagent le monde. Il comprend tout ça très bien. Dans les années 90, après la sortie de Céline seule, j'ai été invité par le petit cercle des proches de Lucette Détouche, la veuve donc de Céline, à Meudon, dans la fameuse maison que je connaissais par les reportages et par les photos, dans laquelle avait vécu Céline à son retour en France, après son année et demie de captivité au Danemark. C'était une rencontre passionnante parce que, comme je dis, j'allais dire souvent, mais ça m'est pas arrivé souvent, aux quelques veuves de génie que j'ai pu croiser dans ma vie, l'autre étant par ailleurs la femme Rita Gombrowicz, la femme de Witold Gombrowicz. Pour moi, les veuves de génie sont toujours des génies. Je ne lui ai pas dit comme ça à Lucette, mais je le pense aussi, et c'est d'ailleurs comme ça que Céline la présente, c'est-à-dire c'était la forme physique, énergique, musclée et dansante de son propre génie verbal à lui. Et elle est tout à fait conforme aux descriptions que Céline en fait. C'était une vieille dame, évidemment, souvent allongée parce qu'elle souffrait déjà beaucoup d'arthrose. Et elle est toujours vivante, donc c'est toujours la même. Hein. On reste toujours la petite fille merveilleuse que décrit Céline. J'ai été évidemment très, très bien reçu. J'étais une sorte de bête curieuse, un peu. Je me sentais comme un Céline parmi les Céliniens, à savoir un juif qui dit tellement de bien de Céline, ça, ils n'avaient jamais vu ça. Et ils étaient très, très intrigués de m'entendre et de me recevoir. Et donc, par exemple, il y a une anecdote intéressante. La maison avait été complètement détruite en 68 par un incendie, donc on ne reconnaissait plus rien. On reconnaissait de l'extérieur, on la reconnaît bien, de l'intérieur, on ne reconnaît plus du tout le bureau de Céline, les endroits où était Céline. Il y avait la seule chose qui restait, ce sont les animaux. Il y avait un perroquet, il y avait des chiens, il y avait des chats, etc. Donc tout ça était très, 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 très touchant et très intéressant. Et il y avait Lucette Détouche qui, pendant que je parlais et que j'expliquais, j'étais un jeune écrivain, c'était mon second livre, Céline Sall, mes théories et ma manière de concevoir Céline, c'est la même que celle que je viens de vous expliquer maintenant. Elle se penche vers ça, et je commence à m'échauffer, à m'enthousiasmer, je racontais les prophètes dans la Bible, et en quoi Céline pouvait être comparée à un prophète biblique, etc. Elle se tourne vers Sergine, qui était à côté d'elle, et elle lui dit, mais d'une voix assez forte, pour que je l'entende en même temps que je parle, et que je pérore un peu, et que je pavane un peu devant cette solitude de Célinien, elle dit, oui, Louis me le disait bien, il n'y a que les Juifs qui me comprennent. Et alors j'entendais ça d'une oreille, j'étais ravi évidemment, j'étais très content d'avoir une phrase en direct qui venait à travers le temps de la part, une sorte de poinçon de vérité de la part de la bouche de Céline à travers celle de Lucette Almanzor. C'était très intéressant parce qu'aussi il y avait tout l'univers célinien, mais de manière éthérée, de manière abstraite, à savoir les animaux. Pourquoi les animaux sont si importants dans l'œuvre de Céline et pourquoi ils étaient si présents dans sa vie, c'est que les animaux, c'est l'inverse des humains, c'est-à-dire c'est de la grâce pure, de l'agilité pure et sans blabla. Pas de recouvrement des infirmités humaines. Et donc il a toujours été très sensible d'une part aux animaux, à la beauté des animaux, à la grandeur, à la noblesse des animaux, et d'autre part à leur souffrance. Il décrit dans quasiment tous ses textes qu'il y a toujours un chien qui meurt, ou une chatte, ou un chat, ou un cheval, qui est dans Voyage au bout de la nuit, c'est un cheval qui est blessé, et qui ne se plaint pas, qui ne se lamente pas, contrairement aux humains, qui ne pleurniche pas, qui se laisse mourir doucement, avec une grande dignité, avec une grande sobriété. Ça l'a toujours beaucoup marqué, et il le dit. C'est en miroir, si vous voulez, ou en contraste avec la manière dont les humains la supportent. Et puis il y a les enfants, parce que je dis que Lucette était une enfant, un peu comme Céline aussi, il y avait en lui quelque chose d'enfantin, et de l'enfance au sens du génie enfantin que Baudelaire remarquait, et que Baudelaire a bien défini.
l'enfant se retrouvait à volonté. C'est ça le génie, dit Baudelaire, c'était évident chez Céline. Et il y a toujours des portraits d'enfants, ou des portraits plutôt de contraste, de couple d'enfants, avec un enfant qui est déjà un peu pervers, déjà un peu méchant, déjà un peu malicieux et contaminé par la mauvaiseté des adultes, et toujours un enfant qui est joyeux, qui est gracieux, qui échappe à la fatalité chez Céline, dans les textes de Céline. Et c'est très intéressant parce que l'enfant qui est beau, qui est joyeux, qui est gai, qui est guilleret, qui est enjoué, est toujours en but à la haine et à la jalousie des autres enfants. Exactement comme pour les adultes, et on imagine très bien dans quel camp se situait et à qui pouvait se comparer Céline lui-même. Est-ce qu'on peut être un célinien quand on prend la littérature au sérieux, lorsqu'on prend l'écriture au sérieux, c'est le monde entier qu'on ne prend pas au sérieux. La littérature a plus de réalité et d'efficace, mystique, magique, chamanique que tout le reste du monde. Non seulement que la réalité, mais la réalité qu'on nous présente sous une forme aujourd'hui d'écran et d'images perpétuelles ou de discours. Alors, qu'est-ce que ça voudrait dire être un célinien? C'est ridicule. J'aime Céline exactement comme j'aime le Talmud, comme j'aime Kafka, comme j'aime Proust, comme j'aime Bossuet. Donc je suis pleinement complice de tout grand écrivain parce que ce sont des drogues dures qui me permettent de supporter le monde, qui me permettent de supporter en permanence, aussi bien Céline que les autres grands écrivains, les offenses répétées du monde à l'égard de toute personne un peu sensible et un peu lucide. Alors ça, c'est... Je crois que quelqu'un qui se définirait comme célinien se heurterait avec raison aux foudres de Céline qui le mépriserait. Il y a une anecdote célèbre, c'est lorsque son petit-fils est venu le voir à 17 ans, il avait un grand-père célèbre, et il voulait le voir, il est arrivé à Meudon, il a sonné à la porte, et Céline, qui était extraordinairement cruelle et drôle et véridique comme toujours, le voit habillé avec une pipe et une casquette, et lui dit « Ah, je vois, tu te la joues Rimbaud, repars passer ton bachot et on verra après. » Hop, il a fermé la porte au nez, il l'a plus jamais revu. Il n'y a rien de plus imbécile que de se définir ou que de se comporter comme un célinien, comme d'ailleurs de se comporter comme un proustien ou comme un balzacien, de vouloir faire communauté pour traquer celui qui est une singularité absolue. Parce qu'un grand écrivain est toujours une singularité absolue, et les céliniens, comme ils s'intitulent ou comme on les intitule, sont toujours des gens qui sont extraordinairement, comment dire, petits et étriqués et mesquins dans leur manière de lire Céline, parce qu'il n'y a que le Céline qui n'est pas dangereux pour eux qui les intéresse. Et le Céline qui n'est pas dangereux pour eux, c'est quasiment la part la plus infime de Céline. C'est pareil pour les Proustiens. Les Proustiens vont s'intéresser à la manière dont on décrit les fleurs dans la recherche du temps perdu, et jamais à l'antisémitisme, à l'analyse profonde de l'antisémitisme dans la recherche du temps perdu, ou à l'analyse profonde de l'homosexualité et de la manière dont la société et l'homosexualité s'arrangent l'une avec l'autre dans la recherche du temps perdu, les thèmes majeurs. Donc ce sont des gens, comment dire, ce sont des petites gens. Voilà, les congrégations qui se réunissent autour des écrivains, qui s'appellent céliniens, ou proustiens, ou kafkaïens, ou balzaciens, sont toujours des gens qui voient le génie par le petit bout de la lorgnette. Et évidemment, c'est pas comme ça que les génies doivent être envisagés. Aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2019, on est loin derrière l'apocalypse, c'est-à-dire bien plus enfoncé encore dans l'apocalypse affreuse que déjà pressentait et décrivait Céline. Le legs qu'on pourrait tirer de sa lecture, mais le monde est tellement épouvantablement atroce à l'œil nu aujourd'hui qu'on n'a quasiment plus besoin de grands écrivains pour le comprendre. C'est de voir en effet que l'homme c'est plus un loup pour l'homme. L'homme est un misérable, malfaisante créature qui est en train de détruire toute la planète par vanité, pour pouvoir continuer de goûter de quelques instants de digestion, comme disait Céline, c'est-à-dire pouvoir continuer de tapoter sur son petit portable, sur son ordinateur, de partir en vacances, etc. Il est en train de foutre en l'air
la planète entière, la nature, on le sait, aujourd'hui en 2019, et surtout il y a quelque chose qui est très triste pour quelqu'un qui aime beaucoup Céline, et qui, pas seulement pour quelqu'un qui aime beaucoup Céline, mais pour quelqu'un qui a beaucoup médité Céline, c'est que nous sommes à une époque, et je tiens à le dire parce que je tiens à ce que ce soit marqué, que je le pense maintenant, et nous sommes à une époque où nous voyons, et où j'aurais vu, pour ma part, mourir les animaux du monde. Et ça, c'est quelque chose qui me met dans une grande tristesse et dans une grande colère à l'égard des êtres humains et de leur ravage.